Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. C'est l'heure de notre entretien économique avec Pierre Graff, que vous connaissez bien, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Salut Pierre! Salut Jean-François. On a plusieurs nouvelles aujourd'hui. On va parler tout d'abord du prix des containers qui explose. Donc, si je comprends bien, les containers qu'on voit sur les trains, qu'on voit entre autres sur les bateaux, ou encore les containers qu'on retrouve dans des fois sur les chantiers de construction, ce genre de containers-là? Exactement, et ils sont au centre du commerce mondial et Mhm. on a constaté une hausse de 200% en fait depuis mars. Donc le prix des transports a vraiment été multiplié par 3 et un peu plus que ça, puisque ça avait déjà commencé à augmenter dans la deuxième partie de 2023 et c'est directement lié en fait aux conséquences de la guerre en Israël, puisqu'en fait les groupes terroristes proxy comme les Houthis au Yémen, donc qui sont présents à la fois dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, qui mènent jusqu'au canal de Suez, ont amené les transporteurs à littéralement éviter cette zone-là et à passer par l'Afrique du Sud et le Cap de Bonne-Espérance, ce qui amène les trajets maintenant à passer de 25 à 60 jours. Hmm. Et évidemment, ça se répercute sur le prix des containers. On est donc à 5900 US à peu près pour le container contre 1790 au mois de mars. C'est évidemment très, très élevé. Ça reste un peu moins élevé évidemment que la pandémie où il y avait une pénurie assez importante. On avait d'ailleurs dépassé les 10 000 US, mais c'est quand même très important. Et forcément, c'est de mauvais augure pour le commerce international et aussi pour les consommateurs. Oui, parce que si le container est plus cher, que faire livrer la marchandise coûte plus cher, l'amener ici, bien évidemment, le prix va se refléter lorsqu'on va arriver avec le produit sur les tablettes, puis c'est nous qui allons en payer la note. Là. C'est ça, évidemment. Au final, c'est les consommateurs qui payent la facture, et en fait, ils payent deux fois. Parce que, tu sais, si on prend un container, par exemple, qui amène 5900 items, le coût est maintenant de 5900 US, ça fait quasiment un US par article. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher pour le consommateur. L'autre impact, c'est évidemment l'inflation. Parce que on a des prix maintenant qui sont gonflés pour le transport. C'est le prix, le prix donc des biens qui augmente, ce qui fait augmenter l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation. Donc vraiment, si on ajoute à cela la hausse de la demande des containers vraiment de 9% entre janvier 2023 et janvier 2024, c'est vraiment un cocktail assez parfait pour faire bondir les prix. Et on pense même que c'est pas fini. Parce que, la demande ne risque pas de s'essouffler. Il faut savoir que surtout au Canada, on a des enjeux avec les menaces de grève au port de Montréal et au port de Vancouver, ce qui va évidemment impacter très probablement le prix. Donc un automne assez difficile et comme tu le sais avec les fêtes de Noël, il y a toujours une hausse de la demande mondiale pour le transport vraiment au courant de l'automne. Et malheureusement, puisque nos entreprises s'approvisionnent à l'étranger, ça va leur coûter plus cher, les consommateurs, donc ça leur coûtera plus cher. Alors il va falloir être patient, puisqu'évidemment, ça se résorbera pas tant qu'il y aura pas de fin au conflit et qu'on aura un certain contrôle qu'on a réussi à mettre hors d'état de nuire les pirates liés au groupe Houthi. Hmm. On va parler maintenant de la compagnie Dell, DELL, que vous avez sûrement déjà vu sur vos ordinateurs, par exemple, qui ont mis sur pied une politique de retour au travail, retour au bureau, en fait, qui n'a pas tellement plu, puis ça peut peut-être servir d'exemple aux autres compagnies. Exact. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qui vraiment souhaitent imposer ou ont imposé un retour au bureau à temps plein ou sinon, mettons, à 80%, donc 4 jours semaine. Et le géant américain de l'informatique, donc Dell, que tout le monde connaît, a implanté vraiment une politique très, très stricte de retour au bureau avec un contrôle vraiment des personnes qui sont présentes, etc. Et en effet, les premiers sondages internes ont révélé qu'il y a vraiment un malaise. Si en 2023, il y a à peu près 62% des employés qui étaient satisfaits de l'employeur, qui voulaient le recommander à d'autres personnes pour qu'elles viennent au sein de la compagnie, c'est seulement 48% en 2024 et il y avait même des services qui ont scoré près de 0%. Hmm. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un lien de cause à effet. Et forcément, ça va faire réfléchir, comme tu le dis, les autres employeurs parce que il y a clairement un dilemme en ce moment. Si les employeurs ont décidé d'imposer le retour au travail, c'est qu'il y avait vraiment une interrogation quant à la productivité réelle des employés à distance, donc en télétravail. On avait remarqué une hausse très forte de la productivité
au début de la pandémie. C'est normal, les gens étaient confinés, ils avaient que ça à faire pour travailler. Malheureusement, cette hausse de productivité s'est relativement estompée et en ce moment, on a plutôt le problème inverse. Donc nous, si tu regardes par exemple le regroupement des jeunes chambres de commerce, on avait fait des différents sondages auprès des jeunes professionnels, donc les moins de 35 ans qui étaient dans le service, dans le tertiaire. Et d'ailleurs, près de 60% d'entre eux disaient qu'ils étaient prêts à quitter un employeur si celui-ci imposait le retour au bureau à temps plein. Hmm. Donc on voit qu'il y a aussi en plus une perception, un acquis générationnel quasiment, Ouais. qui va faire que certains employeurs vont vraiment avoir des enjeux d'attraction et de rétention avec ce type de politique. D'ailleurs, Amazon l'avait fait au mois d'octobre. Ils avaient imposé vraiment un retour drastique au bureau. Ils avaient dit que les personnes qui ne voulaient pas revenir seraient licenciées et ils ont fait face à une vague de démissions des employés qui souhaitaient continuer à télétravailler. Donc clairement, il y a une tendance qui change dans le marché, ça va être à suivre, parce que ça pourrait éventuellement aussi amener des mouvements assez importants au niveau des ressources humaines. Oui, mais en même temps, il faut trouver une façon de continuer d'être aussi productif parce que moi, je connais plein de gens qui font du télétravail. Puis au début, c'était comme l'espèce de fierté de dire non, non, c'est pas parce que je suis à la maison que je vais pas livrer ce que j'ai à livrer. Mais la nature humaine, c'est la nature humaine. Là. À un moment donné, tu fais, bon, je vais me lever, je vais aller prendre une petite marche. Puis à un moment donné, c'est deux petites marches, puis une petite brassée. Puis, je vais partir des muffins. Puis là, ben, finalement, dans ta journée, t'as fait plein d'autres choses. Et il y a toute la chimie d'équipe. Quand vient le temps de partir des nouveaux projets, moi, ce qu'on me dit, quand vient le temps de partir des nouveaux projets en télétravail, là, c'est un méchant casse-tête. T'sais, une fois que ça roule, il y a des choses que tu peux faire de la maison. Là. Je pense à des gens qui font de la correction, service à la clientèle téléphonique, là, je peux comprendre. Mais quand vient le temps de partir des projets, quand vient le temps d'avoir des problèmes, mettons, tu as un problème avec ton ordinateur de bureau là, qu'on t'a envoyé par la poste, bien, quand tu étais au bureau, le technicien en informatique, il pouvait monter dans ton bureau, régler ça, puis t'étais reparti. Là, en ligne, quand quelqu'un t'explique que reboot ta machine, va cliquer là, puis essaie de te repartir, tu peux perdre la journée finalement avec ça. Fait que je comprends l'enjeu, que c'est le fun d'être à la maison, mais à un moment donné, je comprends aussi l'employeur que lui, il a besoin de productivité, puis il a besoin de faire des profits au bout de ligne. Ce qui ressortait de nos sondages, c'est que les gens vraiment, oui, plébiscitaient le télétravail, c'est assez évident, mais pensaient pas que ça affecterait vraiment leur performance. On voit la flexibilité a vraiment été utile, surtout pour les jeunes parents qui ont peut-être plus d'enjeux de gestion que la moyenne des ours. Mais actuellement, ben, c'est vraiment le côté expérientiel vraiment qui quelque part motivait les gens à retourner au bureau. Parce que tu l'as dit, pourquoi se déplacer pour aller faire quelque chose qu'on est capable de faire chez soi? Mhm. Et c'est là où justement le côté équipe, le côté brainstorm, partage d'expertise, faire des activités sportives, faire du team building, toutes ces choses-là qui justifient un déplacement en présentiel, avaient beaucoup plus la cote et amenaient beaucoup plus les gens justement à aller au bureau. Et donc, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour les employeurs parce qu'il y a des choses qui coûtent pas nécessairement très cher, mais qui peuvent rapporter gros parce que ça va contribuer à mobiliser les gens, à faire en sorte que oui, ils vont se déplacer un peu plus au bureau, peut-être une deuxième journée, peut-être une troisième journée, mais au final, ils vont garder cet équilibre vraiment avec le télétravail qui leur offre une flexibilité supplémentaire. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui joue de manière assez importante sur la rétention, mais aussi sur l'attraction des talents. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est toujours en pénurie. Il y a toujours plus de 120 000 postes à combler au Québec. Et forcément, ben, un employeur qui offre plus de flexibilité, en tout cas dans le marché actuel, représente un employeur plus attractif. Hmm. De toute façon, va falloir trouver une solution. On était complètement à droite, à gauche. On est allé complètement à droite. Puis là, je pense qu'il faut trouver comme une espèce de milieu pour que l'employeur et l'employé soient heureux dans tout ça. On va terminer avec Bromont Campervan qui s'installe au Québec. Bonne nouvelle. Peut-être pour partir, tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'est Bromont Campervan? Oui, à Québec, excuse. Alors, Bromo Camper Van, c'est une entreprise de l'Estrie qui est spécialisée en fait dans les véhicules récréatifs, donc les VR, mais Ouais. déjà aménagés, donc vraiment des plus petits formats. Et une jeune compagnie fondée en 2021 qui a vraiment surfé sur la vague, je dirais quasiment même un tsunami au niveau de l'intérêt que les véhicules récréatifs ont suscité. On sait qu'il y avait même d'ailleurs quasiment une pénurie à un moment Ah, il y en avait de une. vannes récréatives Vraiment. tellement les gens en recherchaient pour leurs vacances.
Et c'est aussi une bonne alternative d'ailleurs à l'achat, puisque ce sont souvent des coûts très élevés, que ce soit pour les petits modèles aménagés ou pour les autobus carrément qui sont transformés en maisons roulantes. Mhm. Une entreprise qui avait aussi une spécificité, c'est qu'ils graduellement ils électrifient aussi Oui. leur flotte. Donc il y a un attrait pour le marché pour ce véhicule-là. Le propriétaire, d'ailleurs, Olivier Marcoux, a juste dit que ça prendra un peu plus de temps parce qu'il pense qu'il y a encore des progrès à faire en termes d'autonomie et autres pour s'assurer que vraiment toute la flotte change vers l'électrique, mais il a vraiment investi beaucoup là-dedans. Puis initialement, il avait misé vraiment sur le marché québécois. Et il a connu une croissance constante et c'est vraiment depuis les derniers mois que la clientèle internationale a vraiment pris l'ascendant. En fait, avec maintenant près de 70% de ses ventes qui viennent justement du tourisme international et surtout la clientèle européenne. Et donc, à ce moment, il s'est dit, autant ouvrir un deuxième site pour louer mes vannes proche d'un aéroport, proche de la ville qui attire le plus de touristes, Québec, et de faire peut-être quelque chose proche de l'aéroport pour avoir l'espèce de clé en main que recherchent apparemment les touristes européens. Donc, je voulais mettre de l'avant cette jeune business québécoise, puis on lui souhaite un immense succès dans son expansion. J'allais faire un tour sur leur Facebook tantôt. Là, ça donne le goût, là, le goût du van life là, qu'on appelle. Puis tu sais, tout est déjà là, là. On le prend, on part. Moi, j'ai vécu ça dans les Rocheuses. J'ai adoré ça. Puis c'est un peu l'équivalent. Là. Tu arrives dans les Rocheuses, tu débarques de l'aéroport, on t'amène, on te donne ton VR, c'est ta petite maison pour une semaine. Puis t'es libre après de faire ce que tu veux. Puis c'est bien moins cher que d'en acheter un. Donc, très beau projet. Alors, tant mieux si ça prend tant mieux si ça prend de l'expansion. Pierre Graff, merci. On se retrouve mercredi. À mercredi. Salut.